Attention, ce que vous êtes sur le point de découvrir va anéantir toutes vos certitudes historiques. Êtes-vous prêt à affronter une vérité sidérante? Imaginez un instant. Certains objets de notre culture matérielle, des choses d'en apparence banales, que nous côtoyons quotidiennement sans jamais nous interroger sur leur véritable sens, révèlent soudain une compréhension radicalement différente des événements, une autre chronologie, une réalité tout autre. Ils font s'effondrer nos certitudes établies, tel un château de cartes bâti sur le sable mouvant du mensonge et des non-dits. Prenons par exemple les poêles de chauffage en fonte du 19e siècle. Extraordinaire. Leur seule apparence recèle tant d'énigmes non résolues, tant de contradictions flagrantes qui défient toute logique rationnelle, qu'ils ne cadrent absolument pas avec notre vision habituelle du monde. Pourquoi? Pourquoi personne ne remarque ces anomalies criantes? Pourquoi l'histoire persiste-t-elle à garder le silence? Préparez-vous à une révélation qui vous forcera à remettre en question tout ce en quoi vous avez cru. Ces poêles, de véritables œuvres d'art en fonte, stupéfient par leur moulage incroyable, pratiquement impossible pour cette époque. Il est si fin, si délicat, qu'on dirait qu'il a été créé non par des humains, mais par d'énigmatiques magiciens maîtrisant des secrets oubliés de la matière. Ils remettent en question absolument tout, les technologies de l'époque, les capacités de production, le niveau de développement scientifique et de l'ingénierie. Il suffit de les observer attentivement, d'examiner chaque détail, chaque volute. Une simple observation attentive provoque la plus profonde perplexité, leur véritable fonction, leur principe de fonctionnement, une énigme béante et totale contre laquelle toute tentative d'explication rationnelle vient se briser. Les poêles à bois et cuisinières en fonte de cette période, il semblerait qu'ils devraient être compréhensibles, si semblables à nos modèles contemporains. À première vue, tout paraît évident et clair. Mais il n'en est rien. Oh, comme nous nous trompons en prenant les apparences pour la réalité profonde. Et pourquoi personne n'a posé ces questions évidentes auparavant, se contentant d'explications superficielles, car les incohérences crient au scandale. On y trouve un orifice de chargement pour le bois, mais ces dimensions ne correspondent souvent pas à la longueur habituelle des bûches. Il est trop petit, trop peu pratique pour y insérer le combustible auquel nous sommes accoutumés. Essayez par vous-même. C'est malcommode, c'est inefficace. C'est comme s'il n'avait pas été conçu pour y brûler du bois ordinaire. C'est absurde, une illogicité flagrante qui aurait dû sauter aux yeux de n'importe qui. La présence d'un four, d'un conduit pour l'évacuation de la fumée, tout cela semble être un attribut standard, habituel pour n'importe quelle poêle, sans soulever de questions. Pourtant, là aussi se cache un piège, un détail subtil mais dévastateur qui modifie absolument toute notre perception de ces appareils. L'examen des poêles à bois et cuisinières du 19e siècle révèle un principe similaire, mais le conduit ne fait parfois qu'imiter une fonction, s'avérant n'être qu'un élément de décor. Il est tout simplement incapable d'évacuer la fumée ou quoi que ce soit d'autre. Il ne possède ni fixations appropriées, ni diamètre, ni construction permettant un fonctionnement efficace. Incroyable, mais vrai. Comment est-ce que c'est possible s'il s'agissait réellement de poêles à bois? Qui a créé de telles supercheries et dans quel but? Reproduire un tel moulage artistique aujourd'hui, à notre ère de technologie de pointe, de machines informatisées et d'alliages uniques, ce ne serait possible qu'en modifiant radicalement l'ensemble de la production de fonte, ses propriétés, ses technologies de fusion, ses méthodes de moulage et de traitement. Nous ne possédons pas de telles capacités, même de nos jours, et pourtant, on nous dit que cela se faisait au 19e siècle. Comprenez-vous où cela nous mène? Cela révèle des possibilités de moulage artistique inouïes, presque fantastique, un niveau de technologie radicalement différent et supérieur au nôtre, dans ce passé prétendument arriéré dont nous parlent les sources officielles. Pourquoi cette technologie a-t-elle été perdue ou a-t-elle disparu? Qui l'a cachée à l'humanité? La poêle cheminée en fonte de cette période soulève également de nombreuses questions, mais la petite porte tout en haut est particulièrement énigmatique, comme si elle était destinée à quelque chose de tout à fait différent d'un combustible ordinaire. Quelle taille de bois ou de charbon aurait été nécessaire pour des chambres de combustion aussi compactes? Cela reste flou, enveloppé d'un profond mystère. Le combustible aurait dû être incroyablement petit, presque minuscule. S'agirait-il d'allumettes? Ou de quelque chose d'encore plus infime, une substance inconnue capable de produire une chaleur colossale avec un volume minimal? Le charbon, dans de telles constructions miniatures, n'aurait manifestement pas pu être un combustible efficace. Il n'aurait tout simplement pas dégagé suffisamment de chaleur pour chauffer le moindre espace, sans parler de grandes pièces. Mais ce n'est pas tout. L'aspect technique de ces poêles suscite également une grande surprise si l'on met de côté leur esthétique éblouissante pour se concentrer sur leur fonctionnalité. Où se trouve le cendrier, indispensable pour créer le tirage sans lequel la combustion du bois ou du charbon est impossible, et le tiroir à cendres, destiné à l'élimination des produits de combustion qui se forment inévitablement lors de la combustion de tout combustible solide? Ils sont introuvables, ils sont absents. Laissez-moi vous révéler un secret qui va faire s'emballer vos pensées à la recherche de réponses. Ou bien sont-ils si habilement dissimulés, si organiquement intégrés au design, qu'ils sont absolument imperceptibles à nos yeux? Comment une telle pureté et une telle douceur de surface, jamais vues auparavant, auraient-elles pu être obtenues si un feu brûlait à l'intérieur, laissant des cendres et de la suie? L'emplacement du conduit, sa taille, son mode de raccordement, souvent,
il reste hors de vue, comme s'il n'avait jamais existé, comme s'il n'était pas nécessaire. Pourquoi y a-t-il une poignée en bas à droite sur certains modèles s'il n'y a pas de mécanisme de réglage évident lié au feu ou à l'arrivée d'air? Que pourrait-on bien régler avec une poignée située directement sur la porte du foyer, alors qu'en fonctionnement, elle devrait être chauffée à blanc, brûlant toute main qui la toucherait? Ces questions, ce paradoxe, démontrent que ces poêles n'étaient pas seulement beaux, mais aussi techniquement incompréhensibles pour nous, ne s'inscrivant absolument pas dans notre logique de chauffage au bois. Et si leur logique était totalement différente, fondée sur des principes qu'il nous reste à découvrir? Montrez-moi du bois de chauffage qui tiendrait dans des foyers d'un si petit volume et, plus important encore, combien de temps durerait une seule de ces minuscules charges de bois pour chauffer la plus petite des pièces, sans parler des locaux froids et humides? Et plus encore, combien de ces poêles aurait-il fallu pour chauffer les immenses pièces des demeures anciennes avec leurs plafonds vertigineux, leurs fenêtres non étanches et leurs courants d'air permanents? Cela semble absolument irréaliste et extrêmement inefficace. N'aurait-il pas été plus simple, plus logique de construire un grand poêle ou une cheminée pour un chauffage centralisé, comme cela fut mis en œuvre plus tard et s'avéra bien plus pratique? Pourquoi ne l'ont-ils pas fait s'il s'agissait de simples bois de chauffage? Et une fois de plus, nous sommes confrontés à l'absence de conduit visible sur certains exemplaires, une énigme absolue pour un poêle à bois, car la fumée doit bien s'échapper quelque part. Sur la porte inférieure de nombreux poêles, un certain régulateur est visible, dont la fonction est totalement obscure, à moins qu'il ne s'agisse d'un système caché d'une autre forme d'énergie que la simple combustion. Réfléchissez-y. Et si ce régulateur n'était pas destiné au feu, mais à quelque chose de bien plus complexe, quelque chose que nous avons perdu? Même là où un conduit est visible en haut à l'arrière, il est difficile de savoir comment et où le raccorder, comment le fixer pour qu'il ne s'effondre pas sous son propre poids ou à cause des vibrations. Un tel poêle devrait être placé loin des murs pour des raisons de sécurité incendie, afin de prévenir tout risque d'embrasement, ce qui affecte également son emplacement et le rend encore plus peu pratique pour une utilisation traditionnelle. Une fois de plus, nous constatons le petit volume du foyer et le mystérieux régulateur sur la porte. Stupéfiant. Cela contredit de manière flagrante toute la logique du chauffage au bois, qui suppose simplicité et fonctionnalité. Le bois n'était-il pas leur combustible? Regardons-nous ces poêles d'une manière totalement erronée? Dans certains poêles, on trouve pas moins de 4 portes, une pour le foyer, une pour le tirage et les cendres. Cela se comprend, cela s'inscrit dans la logique habituelle, bien qu'avec des réserves. Mais à quoi servent 2 portes supplémentaires, si la plus haute est déjà censée être un four ou un compartiment de réchauffage? Quelle fonction remplissent-elles? Quel dessein secret cachent-elles, que nous ne soupçonnons pas? Pour un tel poêle, une notice d'utilisation détaillée serait indispensable, idéalement dans une langue moderne et compréhensible, sans quoi son emploi paraîtrait tout bonnement impossible, rempli d'énigmes et d'erreurs potentielles. Comment expliquer l'existence de ces poêles miniatures? Où y introduire le combustible, si ce n'est pas du bois qui ne tiendrait tout simplement pas? Ces petites merveilles auraient-elles pu être des poêles de tente ou des cheminées portables? Mais même pour cela, elles semblent trop complexes, trop fragiles et trop peu pratiques pour des conditions de bivouac rigoureuses. Y brûlait-on quelque chose comme des allumettes, une quantité de combustible si infime qu'elle ne suffisait que pour quelques minutes et non des heures de chauffage? Un tel poêle pourrait être installé dans une voiture, mais comment l'utiliser en mouvement reste une énigme absolue. Certains exemplaires défient tout simplement toute explication quant à leur usage. Ils existent, tels des monuments d'une époque incompréhensible qui défient notre entendement. Mais voici ce qui est véritablement stupéfiant et fait froid dans le dos, nous invitant à envisager quelque chose d'absolument incroyable. Sur l'une de ces poêles, sur le flanc droit de la porte, un signe est visible qui rappelle étrangement le symbole international de la radioactivité. Ce symbole, mondialement reconnu comme un avertissement de danger, est clairement gravé dans le métal. Et sur les côtés, on trouve des fentes pour l'évacuation de l'air chaud, mais pas de tiroir à cendres, ni de trappe de tirage, comme nous l'avons déjà noté, des éléments clés pour le chauffage au bois. Sur d'autres portes également, ce signe inquiétant de radiation est présent, comme un avertissement sans équivoque, ou l'indication de quelque chose de profondément secret. Ce qui nous pousse à des réflexions très sérieuses, nous amenant à considérer une destination tout à fait autre pour ces appareils, une technologie qui devait être dissimulée. Cela ne peut pas être. Ou peut-être. Peut-être regardons-nous les preuves d'une ère oubliée, où l'énergie était obtenue différemment. Et si l'on supposait que ces poêles n'étaient pas alimentés par du bois ou du charbon, mais par de mystérieux éléments dégageant de la chaleur du type uranifère? Alors, tout prend son sens, et toutes les illogicités se dissipent comme fumée. Toutes les informations officielles sur la radioactivité dont nous disposons pourraient être loin d'être complètes, biaisées et délibérément déformées. De plus en plus de données émergent, révélant notre connaissance superficielle de cette force, de ses 2 facettes, destructrice et créatrice, mortelle et vivifiante. Et voici une preuve directe, irréfutable, qui vous donnera la chair de poule. Un poêle en fonte portant l'inscription « Radium ». Cela ne peut être une coïncidence, c'est un indice direct, un cri du passé que la science officielle choisit d'ignorer.
Seuls de tels poêles, fonctionnant avec de puissants éléments thermiques compacts, auraient pu chauffer efficacement d'immenses châteaux, palais et les vastes pièces des anciens hôtels particuliers, qui autrement n'auraient pu être réchauffés par aucun des moyens que nous connaissons. Et leur conduit, peut-être, n'était pas destiné à l'évacuation de la fumée, comme nous avons coutume de le croire, mais à celle d'une légère odeur, potentiellement désagréable, qui pouvait émaner de la désintégration de ces éléments uniques. Je vais vous révéler un secret qui bouleversera votre esprit. Cela change absolument tout. Le monde familier que vous connaissiez s'écroule sous vos yeux, dévoilant une vérité incroyable. Je pense que ces poêles étaient initialement fabriqués pour utiliser un type d'élément combustible radicalement différent. Ces éléments pouvaient émettre des rayons thermiques assurant un chauffage extrêmement efficace et durable, sans saleté, sans suie, sans cendre, sans la nécessité constante d'ajouter du bois. C'était une énergie propre, silencieuse et puissante. Ceux qui ont hérité de ces poêles par la suite, peut-être après une catastrophe mondiale, un changement de civilisation ou un grand oubli, ont probablement utilisé le stock restant de ces éléments jusqu'à leur épuisement total. Et lorsque les réserves se sont taries, lorsque le secret fut perdu ou dissimulé, on a commencé à les bricoler pour les adapter à l'usage du bois et du charbon, tentant de faire correspondre un système ancien de haute technologie à des besoins primitifs, à des méthodes barbares de production de chaleur. Voilà le fin mot de l'histoire. C'est pourquoi nous observons ces constructions absurdes et illogiques qui, à première vue, semblent dénuées de sens. Vous comprenez maintenant la véritable image. Il en va de même pour les cheminées des châteaux anciens qui, comme chacun le sait pour avoir tenté de les utiliser au moins une fois, sont extrêmement inefficaces avec le bois de chauffage. En réalité, ce ne sont que d'immenses trous dans le mur, à travers lesquels s'échappe plus de chaleur qu'ils n'en procurent. Leur conception est souvent totalement inadaptée pour y allumer un feu ouvert. La fumée revient constamment dans la pièce, piquant les yeux et les poumons, transformant l'endroit en fumoir. L'évacuation inefficace des gaz de combustion rend leur utilisation avec du bois équivalente à l'allumage d'un feu de camp au milieu du sol, avec simplement un encadrement élégant mais inutile. Le coefficient de performance de telles cheminées au bois est pratiquement nul. C'est une pure perte de chaleur, un courant d'air permanent et un inconfort certain. Le visage brûle de la chaleur tandis que le dos gèle, l'effet classique d'une cheminée à bois, bien connu de quiconque l'a expérimenté. Alors pourquoi les a-t-on construites si grandes, si peu pratiques et inutiles, si ce n'était pas pour le bois ? La réponse est évidente, si l'on y regarde sous un angle nouveau. Bien sûr, il est possible que ces cheminées ne fonctionnaient pas uniquement avec les éléments combustibles radiants dont nous avons parlé. Peut-être utilisaient-elles aussi l'électricité atmosphérique, l'énergie libre, comme source d'énergie alternative capable de générer de la chaleur sans combustion de combustible. Imaginez un monde où l'énergie est puisée directement dans l'air. Il s'agit simplement de personnes qui, après la perte des éléments ou technologies d'origine, ont hérité de ce majestueux patrimoine et ont dû les transformer pour le bois, créant ainsi cette construction dénuée de sens qui ne faisait qu'imiter une fonction. Pourquoi cette information nous a-t-elle été cachée pendant des siècles? À qui cela a-t-il profité? Qui cherchait à monopoliser le savoir et l'énergie? Ces questions devraient nous interpeller. La tentative d'adapter au bois un mécanisme fonctionnant avec une technologie différente, plus perfectionnée, ne se manifeste pas seulement dans les poêles et les cheminées. Il est possible qu'une partie de l'infrastructure, comme le chemin de fer en Russie, ait également fonctionné grâce à ce même radium ou à un système énergétique similaire. La vitesse de construction du transsibérien suscite encore aujourd'hui l'étonnement et de nombreuses interrogations chez les ingénieurs et les historiens. En seulement 13 ans et demi, de mars 1891 à septembre 1904, une voie ferrée continue fut posée sur un immense continent. Un exploit incroyable, tout simplement impensable pour l'époque où l'on ne disposait ni de techniques modernes, ni de ressources suffisantes. De Mias, dans l'Oural du Sud, à Vladivostok et Port-Arthur, sur les rives de l'océan Pacifique, c'est une distance colossale, environ 9100 verstes, soit un peu moins de 10 000 km, en incluant les embranchements et les raccordements. La ligne fut construite à un rythme moyen de 740 km par an. Ce sont des chiffres tout bonnement époustouflants, qui ne correspondent pas aux capacités de l'époque. La ligne ne devint pleinement opérationnelle qu'en 1916, après la construction du pont sur l'Amour. Mais s'agissait-il vraiment d'une construction? Ou de quelque chose de tout à fait différent? De plus, elle n'a pas été construite de la manière habituelle de pose des rails sur un terrain propre et préparé, comme c'est le cas aujourd'hui. Sidérant. De nombreuses photographies et fouilles, réalisées par des passionnés, révèlent que la voie a tout simplement été déterrée sous une couche de terre, de boue et de végétation, comme une ancienne artère ensevelie après une catastrophe planétaire. Des clichés du chemin de fer découverts sous le remblai d'une autoroute moderne confirment cette version, démontrant que nous n'avons pas construit, mais restauré, un héritage oublié. Nous sommes enclins à croire que les locomotives à vapeur, ou plus précisément les locomotives, étaient initialement conçues pour brûler du charbon ou du bois. Mais si tel avait été le cas, l'ensemble du système d'entretien et d'approvisionnement en carburant et en eau aurait dû être entièrement pensé, et non une simple imitation. Mais le constatons-nous? Où est cette logique, cette prévoyance dans l'organisation des dépôts de carburant et des châteaux d'eau, qui auraient dû jalonner chaque étape?
Pour l'homme moderne, une telle locomotive à vapeur paraît bien plus complexe qu'une locomotive électrique actuelle ou même qu'un réacteur nucléaire. Sa conception est sidérante par sa complexité excessive. Une multitude de tuyaux, de vannes, de manomètres et de régulateurs témoignent de son incroyable sophistication technique comparable à un mécanisme d'horlogerie de la plus fine facture, voire à un vaisseau spatial. Le train de roulement de la locomotive, ses nombreux éléments mobiles exigeaient une maîtrise et des connaissances hors pair de la part des machinistes, de véritables virtuoses de leur art. Seuls des individus dotés d'une vaste expérience et d'un savoir étendu pouvaient devenir machinistes de ces locomotives. Leur formation prenait des années, c'était toute une science. Incidemment, un moteur analogue est utilisé dans un sous-marin nucléaire, un moteur à vapeur mais chauffé différemment. La seule différence est qu'il est chauffé par le rayonnement issu de la fission de l'uranium. Peut-être, pour ces locomotives aussi, un autre type de chauffage, similaire au radium, était-il initialement envisagé, et non un simple brûlage de bois? Incroyable, mais un fait qui pousse à douter de toute la version officielle. Êtes-vous prêt à accepter cette hypothèse qui brise une image construite depuis des siècles? Comment, sinon, comprendre un tel faste que celui des bornes-fontaines dans les gares? Sur presque toutes les gares, à l'exception des plus proches, se dressaient de véritables œuvres d'art et non de simples objets fonctionnels. C'étaient de magnifiques constructions architecturales, ornées de bas-reliefs, de colonnes, de coupoles, d'une richesse de détails incroyables. Ces bornes-fontaines étaient bâties avec soin, pour l'éternité, avec une esthétique démesurée, comme si elles avaient été conçues pour des palais, et non pour la tâche sale et utilitaire de faire le plein d'eau. On y avait investi bien plus que ce qui était nécessaire pour une simple opération d'approvisionnement en eau. C'était de l'art pur, incarné dans le fer et la pierre. Comparez-les aux bâtiments utilitaires et anonymes de 1938, situés à proximité, et la différence vous frappera. Ce sont deux époques radicalement différentes, deux mondes distincts, comme séparés par un abîme de plusieurs centaines d'années. Comment expliquer ce luxe incroyable et ce gaspillage de moyens si le seul objectif était une utilisation fonctionnelle? Pour les gares et les dépôts également, on avait pris le temps et les moyens de les rendre beaux et durables, comme s'ils étaient destinés à l'éternité, aux générations futures, et non à un besoin ponctuel. Chaque détail était pensé avec minutie, assurant à la fois fonctionnalité et une esthétique sans précédent. Mais qu'en est-il du stockage du combustible pour ces machines si complexes, ces chefs-d'œuvre d'ingénierie? Presque partout où j'ai eu l'occasion de visiter le chemin de fer, le charbon est entreposé à ciel ouvert, exposé à tous les caprices de la météo. Pluie, neige, soleil brûlant. Un tel stockage entraîne de fréquentes auto-inflammations, ce qui représente un problème grave, une menace énorme pour l'ensemble du système et parfois des catastrophes à grande échelle. Le charbon mouillé par la pluie commence, avec le temps, à chauffer et à couver, ce qui provoque des incendies impossibles à éteindre. Tenter de l'éteindre est futile, car l'eau ne fait qu'attiser les flammes, transformant le brasier en un enfer incontrôlable. Il est simplement poussé de côté par un bulldozer et l'on attend qu'il se consume entièrement. Une option peu judicieuse pour un système de logistique aussi complexe et pour assurer un mouvement ininterrompu, n'est-ce pas? C'est un pur chaos qui contredit toute logique d'ingénierie. Avec le bois de chauffage, la situation est encore pire. À ciel ouvert, il s'humidifie et pourrit, perdant son pouvoir calorifique et devenant un combustible inutilisable. Est-il concevable que, après avoir conçu une locomotive d'une telle complexité avec chauffage de l'eau, les ingénieurs de l'époque n'aient pas pu aller au-delà de la simple combustion de bois et de charbon et n'aient pas réfléchi à un système de stockage de combustible? C'est absurde. Vous serez sidéré en découvrant la vérité. Je pense que, sur le chemin de fer également, on utilisait initialement des éléments combustibles comme ce mystérieux radium, offrant un carburant propre, efficace et compact. Simplement, lorsque ces éléments se sont épuisés, lorsque leurs réserves ont été taries ou que la technologie a été perdue, il a fallu adapter les locomotives au bois et au charbon, les transformant en machines moins efficaces, plus coûteuses en main-d'œuvre et plus encombrantes. Ce fut un pas en arrière dans le développement, une transition forcée vers des technologies primitives. Imaginez un peu à quel point cela a modifié le monde, ralenti le progrès, contraint l'humanité à emprunter une voie totalement différente, pleine de difficultés et d'opportunités manquées. Que savons-nous de ce mot énigmatique, radium ? Voici une carte postale française datant de 1910, portant la mention « chauffage au radium ». Seulement 12 ans après la découverte officielle du radium par Marie Curie et son époux, ce mot était déjà employé dans le contexte du chauffage. Les gens fantasmaient déjà sur l'application du radium, ou peut-être avaient-ils déjà vu des cheminées et des poêles fonctionner avec cet élément, saisissant parfaitement son potentiel colossal. Quant au fantasme, j'ai des doutes, car je sais combien coûtait le radium lors de sa première extraction. Ce n'était pas un élément destiné à la production de masse, ni à des campagnes publicitaires bon marché. L'histoire officielle de la découverte du radium est, elle aussi, pleine de contradictions et de questions, si l'on examine les détails, si l'on ose poser des questions qui dérangent. Sensationnel. Êtes-vous prêt à une révélation qui ébranlera votre monde? En 1898, le couple Pierre Curie et Maria Skłodowska-Curie découvrirent deux éléments émetteurs de rayonnement qui allaient transformer à jamais la science et notre compréhension du monde. L'un, découvert en juillet, fut nommé polonium, en hommage à la patrie de Marie, la Pologne.
Le second élément, identifié en décembre, fut baptisé radium, d'après le mot latin radius, signifiant rayon. L'histoire officielle prétend qu'ils menèrent ces travaux dans des conditions épouvantables, quasi inhumaines, dans un vieil abri au sol de terre battue, souffrant de la misère et des privations. Marie et son mari, à main nue, dans de simples bassines, auraient, dit-on, extrait leur premier gramme de radium, surmontant d'incroyables difficultés, se sacrifiant pour la science. Puis, selon cette légende, ils seraient morts des suites de la maladie des rayons, et furent inhumés dans des cercueils en plomb qui ne devaient pas être ouverts avant 1000 ans, afin de ne pas exposer le monde au danger des radiations radioactives. C'est précisément ce récit déchirant, empli de dramatisme et d'abnégation, qui est resté gravé dans nos mémoires après les cours d'histoire, s'ancrant dans nos esprits comme une vérité inébranlable. C'est un mensonge. Cela ne peut pas être. Nous avons été trompés. Cependant, on peut aujourd'hui considérer cette histoire sous un angle totalement différent, si l'on met de côté tout préjugé, si l'on s'autorise à douter de la version officielle. Il s'avère que Pierre Curie n'est pas mort de la maladie des rayons, comme on nous l'a raconté. Il a péri sous les sabots d'une calèche hippomobile, apparue soudainement dans la rue, comme surgie de nulle part. Il me semble que ce n'est pas un hasard, pas une simple tragique coïncidence, si l'on sait avec qui lui et son épouse étaient en contact, quel cercle puissant se tenait derrière eux, intéressés par leur découverte et leur silence. L'élimination d'un témoin, ses connaissances étaient-elles à ce point dangereuses qu'il ait fallu le faire taire? Maria Skłodowska elle-même, qui travailla sans aucune protection avec d'immenses quantités d'éléments radioactifs, vécut encore de nombreuses années après ses expériences mortelles menant une vie active. 2 ans après le décès de son époux, elle eut un amant marié, de 5 ans son cadet. Un détail surprenant et scandaleux pour une victime de la radiation émaciée et moribonde. 12 ans de travail avec l'uranium, le radium et le polonium sans protection n'auraient apparemment eu aucune incidence sur sa libido, sa vitalité et sa capacité à mener une vie pleine et passionnée. Qu'est-ce que cela signifie, sinon que la radiation avec laquelle elle travaillait était totalement différente, inoffensive, ou qu'elle savait quelque chose qui nous était caché? Sur la photographie, nous voyons sa seconde fille, Ève, que Marie a mise au monde alors qu'elle portait sur sa poitrine une fiole contenant 1 gramme de radium, tel un talisman, une amulette. Cette fiole lui servait de veilleuse le soir, émettant une lumière douce et envoûtante. Imaginez un peu, vivre à côté d'une telle source lumineuse, sachant qu'1 gramme de radium émet autant qu'une tonne de minerai d'uranium. En regardant ces photos, gardez à l'esprit qu'1 gramme de radium émet autant qu'une tonne de minerai d'uranium et que ce rayonnement était considéré comme mortellement dangereux. Or, la seconde fille de Marie, Ève, a vécu 103 ans, ce qui contredit de plein fouet la thèse de la létalité du radium, de son influence inéluctable et fatale sur les organismes vivants. De plus, Marie elle-même, transportant sur elle un récipient avec un rayonnement équivalent à 1/9 de la totalité des émissions de la centrale de Tchernobyl, a vécu 66 ans. Et elle a donné naissance à des filles absolument saines et belles, ce qui va à l'encontre du mythe des mutations et de l'infertilité que l'on nous a si obstinément imposé pour semer la peur. Pourquoi donc nous a-t-on menti à propos de Marie Curie et de la radiation? À qui cela a-t-il profité? Lisons maintenant l'histoire officielle pour comprendre ce qu'il fallait pour obtenir 1 gramme de radium pur. Pour cela, il fallait 100 citernes d'eau, 5 wagons de différentes substances chimiques, puis encore 100 wagons de charbon et surtout plusieurs wagons de minerai d'uranium. C'était toute une industrie exigeant des ressources et un travail colossaux. Pour 1 gramme de radium pur, il fallait débourser plus de 200 kg d'or, une somme astronomique accessible uniquement aux personnes les plus fortunées de la planète, à des États entiers ou à de puissantes structures financières. Selon l'histoire officielle, Pierre et Marie Curie étaient pauvres, comme des rats d'église. Comment cela se concilie-t-il avec de tels coûts colossaux? Qui donc a financé ce banquet pour l'extraction d'un élément si précieux, si rare? Qui se tenait derrière leurs recherches? Vous ne le devinerez jamais si vous ne faites confiance qu'aux manuels scolaires. Avec le concours de l'éminent géophysicien Eduard Suess, alors président de l'Académie autrichienne des sciences, le gouvernement autrichien accepta de faire don aux époux Curie d'1 tonne de pechblende. Mais les 10 autres tonnes, la majeure partie de la matière première, furent réglées par nul autre que le millionnaire, le baron Edmond de Rothschild. Un nom qui ressurgit constamment dans les récits historiques troubles lorsque l'on évoque des finances cachées et de l'influence. Coïncidence? Je ne le pense pas. Rothschild n'était pas un simple sponsor. Il était, de toute évidence, le commanditaire et le superviseur de ses expériences. Son intérêt était profondément personnel et pragmatique. Il est fort possible qu'il savait déjà quoi et comment chercher, attirant des scientifiques talentueux à ses fins, exploitant leur génie. En finançant leurs expériences, ils cherchaient probablement à restaurer la production de ce radium qui, potentiellement, existait au sein d'une civilisation précédente, dont nous recherchons les traces partout. Et, à en juger par la longévité de Marie et la santé de ses enfants, il y est très probablement parvenu, il a atteint son objectif en déchiffrant une partie d'anciens secrets. Incroyable! Des technologies antiques, des connaissances inouïes entre les mains d'élus, accessibles à un cercle restreint d'initiés seulement. C'est la véritable ampleur de la conspiration. Cependant,
il fut décidé de décourager à jamais le reste de la population d'utiliser le radium afin de maintenir cette technologie entre les mains des élites et d'empêcher sa diffusion massive. Pour ce faire, une campagne publicitaire agressive et généralisée sur ses propriétés magiques fut d'abord lancée, visant à créer l'illusion de l'accessibilité et des bienfaits pour masquer les véritables intentions. Des publicités pour du dentifrice au radium, promettant un sourire éclatant et des dents solides. Des cabines d'essayage de chaussures à rayon X permettant de voir les os du pied, comme par miracle, une idée folle, mortellement dangereuse. Des cosmétiques ionisants promettant jeunesse éternelle et beauté. Des médicaments radioactifs pour toutes les maladies présentés comme une panacée universelle. De l'eau minérale vendue comme un radiateur de la ville de Kuibychev ou du Borjomi de Tiflis. Même des verres soviétiques teintés par la radiation faisaient partie de cette vaste supercherie, de cette mystification à grande échelle. Et enfin, des montres phosphorescentes, devenues le symbole d'une beauté dangereuse et d'un faux progrès. Il y eut bien d'autres choses, même du chocolat au radium était vendu en magasin, créant l'impression d'une utilisation de masse et d'une sécurité totale. Mais avec un gramme de radium coûtant 200 kg d'or, il est peu probable qu'il ait été incorporé dans ces produits. C'était une pure mystification, une gigantesque tromperie, un jeu sur la crédulité des gens. Par la suite, on y a trouvé du thorium et d'autres isotopes, mais le radium était totalement absent. Il ne pouvait pas y être en raison de son prix exorbitant. Naturellement, de nombreuses personnes sont mortes à cause de ces produits miracles, prenant du poison pour un remède, devenant les victimes d'un jeu cynique. Mais l'effet recherché fut obtenu. Désormais, au mot « radiation », les gens reculent avec effroi, saisis de panique et d'une peur primaire, sans même tenter de comprendre les nuances. Choc. Le monde a été dupé, et cette supercherie a ancré l'image de la radiation comme un mal absolu, rendant impossible son application massive et bénéfique. Apparemment, il existe dans la nature deux types de radiation auxquels le compteur Geiger réagit de la même manière, mais qui ont des effets radicalement différents sur les organismes vivants et l'environnement. Un type fut observé dès les premiers jours de la catastrophe de Tchernobyl, lorsque des personnes périssaient en quelques heures, terrifiant le monde entier et engendrant une peur universelle. Mais 30 ans plus tard, le niveau de radiation a diminué, bien qu'il soit toujours considéré comme dangereux et impropre à la vie humaine, une zone d'exclusion. Pourtant, la nature semble l'ignorer, démontrant un foisonnement de vie exubérant, comme si elle se moquait de nos peurs et des rapports officiels. Comment est-ce possible si la radiation est mortelle et impitoyable ? La cigogne noire, les grues, une femelle lynx avec son petit, un ours, les bambis locaux, les cerfs, une élana avec ses faons, les bisons, tous y vivent et prospèrent, se reproduisant, faisant preuve d'une adaptation et d'une résilience incroyables, qui ne correspondent absolument pas au tableau généralement admis d'un désert radioactif. En regardant ces photos, et sachant également que les Hibakusha, victimes des frappes nucléaires d'Hiroshima, vivent longtemps, beaucoup d'entre eux ayant eu des enfants sans malformation, cela soulève de sérieux doutes justifiés. Des interrogations surgissent concernant les informations sur la radioactivité qui nous sont transmises, car la réalité contredit souvent la version officielle, censée être incontestable. Cela ne peut pas être. Ou est-ce simplement une autre vérité cachée que l'on nous dissimule avec soin, perpétuant de fausses peurs et des restrictions ? Il est temps de lever le voile. Et pour finir, rappelons-nous comment les villas romaines étaient chauffées selon l'histoire officielle, ce qui semble des plus dérisoires. Chez eux, de l'air chaud circulait sous les planchers, provenant de feux que les serviteurs alimentaient sans relâche, 24 heures sur 24, dans des pièces souterraines dédiées. Par ailleurs, selon cette version, toutes les forêts des environs auraient été rasées pour le bois de chauffage, transformant les alentours en un désert calciné. Et les maîtres, ignorant les dangers du monoxyde de carbone, seraient décédés paisiblement dans leur sommeil. C'est, bien sûr, une boutade. Mais à quel point cette idée est-elle absurde, illogique et coûteuse ? Dans les manuels, nous voyons des illustrations idéalisées, propres et nettes de ces hippocaustes, comme des œuvres d'art où tout fonctionne parfaitement. Or, sur les photos de véritables fouilles, ils apparaissent tout à fait différemment, comme s'ils n'avaient jamais été utilisés conformément à leur destination, comme si le feu n'y avait jamais brûlé. Sentez-vous la supercherie, cette incohérence flagrante ? Les sols chauffants des villas auraient dû ressembler à ce qui est représenté sur les schémas, noirs de suie, recouverts de calamine et de cendres, comme le fond d'un vieux four. Mais la réalité est tout autre, ne correspondant absolument pas à cette image. Ils ont une apparence radicalement différente. Même les briques creuses ne sont pas salies par la suie, elles restent propres, comme si le feu n'y avait jamais brûlé, comme si elles avaient été utilisées pour autre chose. De plus, c'est dangereux, accumuler pendant des années de la suie dans des endroits difficiles d'accès, d'où il est impossible de la nettoyer, c'est une menace directe d'incendie, de destruction de toute la structure. Comme c'est souvent le cas avec les cheminées et les conduits non ramonés, la suie s'enflamme et un incendie se déclare, détruisant la maison jusqu'à ses fondations. Selon vous, qu'est-ce qui chauffait réellement l'air sous ces planchers dans l'Antiquité si ce n'était pas du bois ? Et si, là aussi, la même énergie mystérieuse et propre avait été employée ? Voilà la clé, voilà où se cache la vérité. Nous devons reconsidérer de manière critique notre passé et les connaissances qui nous sont transmises de génération en génération sans les accepter aveuglément.
Chaque artefact, chaque anomalie historique, chaque fait non dit, sert de clé à la vérité si nous osons les voir, si nous sommes prêts à rejeter les préjugés. Il est temps de sortir du cadre des dogmes habituels, de faire tomber les murs des conceptions dépassées et de commencer à poser les questions dérangeantes qui mènent à de véritables découvertes et non à des fables complaisantes. Assez d'être aveugles, assez d'être des consommateurs passifs des versions d'autrui. La connaissance de la véritable histoire de l'humanité peut nous ouvrir la voie vers des technologies incroyables dont nous ne rêvons même pas aujourd'hui. Elle peut nous donner les clés de l'avenir. Et le plus important, l'avenir dépend de la profondeur avec laquelle nous pourrons comprendre notre passé oublié, ses leçons, ses avertissements et ses merveilles. Qu'est-ce qui nous attend sur ce chemin, plein de découvertes et de bouleversements? Lancez votre propre investigation, plongez dans les détails que l'histoire officielle ignore, dissimule, passe sous silence. Éveillez-vous aux connaissances cachées qui sommeillent sous le voile des siècles, attendant leur heure, attendant que vous les découvriez. Regardez le monde d'un œil neuf, libre des conditionnements imposés, des fausses peurs et des préjugés. Comprenez, les découvertes les plus incroyables attendent ceux qui osent douter de ce qui est communément admis, qui n'ont pas peur d'aller à contre-courant. Il est temps de révéler les mystères qui peuvent changer notre perception de la réalité, la bouleverser de fond en comble, nous offrir une nouvelle liberté. Prenez part à la grande enquête sur notre passé commun, qui appartient à chacun de nous et non à une poignée d'historiens. Cessez d'être un observateur passif, dont les pensées sont façonnées par d'autres, et devenez un chercheur actif de vérité, quelqu'un qui n'a pas peur de poser des questions, qui exige des réponses. Ensemble, déchiffrons les énigmes laissées par nos ancêtres, leurs messages silencieux, leurs avertissements et leurs espoirs. Rassemblez les fragments du puzzle éparpillés à travers les pages de l'histoire, tels des éclats d'une grande mosaïque, car dans ces connaissances réside non seulement le passé, mais aussi les clés de notre avenir vers une nouvelle ère de prospérité et de liberté. Il est de notre devoir de dévoiler la véritable image, cachée aux yeux de l'ignorance et des manipulations. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons bâtir un nouveau monde fondé sur la véritable connaissance et non sur le mensonge et la tromperie. Que cet appel à la réévaluation soit votre premier pas sur le chemin de l'illumination, vers la prise de conscience de la véritable force qui sommeille en vous. Explorez, analysez, comparez et n'ayez pas peur d'être le premier à voir la lumière de la vérité. Notre héritage commun attend son éveil, sa nouvelle lecture, sa nouvelle interprétation. Ouvrez les yeux sur une histoire grandiose qui n'attend que d'être racontée, d'être réinterprétée de nouveau, en se basant sur les faits et non sur les mythes. Ouvrez les portes d'un monde où les technologies et les connaissances surpassaient nos conceptions actuelles, où l'humanité atteignait des sommets impensables. Commencez votre voyage au cœur du temps dès maintenant, sans perdre une minute. La véritable connaissance est une liberté que nul ne pourra jamais vous ravir. Et vous, êtes-vous prêt à la liberté qui vient avec la vérité ?